La motricité faciale joue un rôle indispensable dans la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, à travers les mimiques. Il s'agit alors d'une fonction très importante à la vie sociale. Il s'agit aussi d'une motricité volontaire avec une transmission rapide à deux neurones. Le premier motoneurone véhicule l'ordre moteur depuis le cortex frontal jusqu'au tronc cérébral. Il se termine dans le noyau moteur de la septième paire crânienne où il fait synapse avec le deuxième motoneurone. Ces premiers motoneurones destinés à l'innervation de la face sont aussi de type pyramidal, mais ils forment un faisceau propre qui s'arrête au niveau du tronc, c'est le faisceau corticobulbaire, aussi connu sous le nom de faisceau géniculé. Le deuxième motoneurone, issu du tronc cérébral, forme le nerf facial ou septième paire crânienne, destiné à l'innervation motrice des muscles possiers de la face. Comme on l'a déjà introduit, les neurones du faisceau corticobulbaire naissent au niveau du tiers inférieur de l'aire motrice dans la partie destinée à la face. Leurs axones cheminent dans la capsule interne, puis pénètrent dans le tronc cérébral et croisent la ligne médiane avant de se terminer dans le noyau moteur du 7 contralatéral situé au niveau de la protubérance. Il faut savoir que la motricité de la face est partagée en deux territoires. Le territoire supérieur comportant les muscles possiers du front, des yeux et des joues, et un territoire inférieur comportant surtout les muscles possiers de la bouche, du menton et du cou. L'appellation de muscles possiers est bien évidemment relative à la peau car ils sont situés au-dessous du revêtement cutané et jouent un rôle important dans l'expression faciale. Considérons maintenant l'origine corticale de l'innervation motrice de la face. Les premiers motoneurones destinés au territoire facial inférieur vont se projeter sur le noyau moteur du 7 contralatéral, alors que les premiers motoneurones destinés à l'innervation motrice du territoire facial supérieur vont avoir une double projection sur les noyaux moteurs du 7 contralatéral, mais aussi sur le noyau du 7 ipsilatéral. Ainsi, en cas de lésion unilatérale du faisceau corticobulbaire, le territoire inférieur du 7 contralatéral sera paralysé complètement car ne reçoit pas d'innervation autre que celle provenant du territoire lésé. Par contre, le territoire supérieur ne sera pas touché ou pas de façon importante car reçoit aussi une innervation de l'hémisphère contralatéral. C'est la particularité sémiologique de la paralysie faciale centrale. Elle prédomine sur le territoire inférieur. À partir du noyau moteur du 7 situé dans le tronc cérébral, émerge l'ensemble des axones du deuxième motoneurone formant le nerf facial qui va se diviser en deux branches terminales destinées aux muscles possiers de l'hémiface correspondante. Maintenant, si on reprend le trajet du nerf facial correspondant à la septième paire crânienne, on sait qu'il s'étend sur un long trajet depuis son noyau moteur au niveau du tronc cérébral jusqu'à sa terminaison au niveau de la face. Au cours de ce trajet, il traverse plusieurs structures dont les lésions peuvent occasionner des dégâts nerveux et être responsables dans ce cas d'une paralysie faciale de type périphérique qui va toucher de façon équivalente aussi bien le territoire supérieur qu'inférieur. Trois étapes de passage sont importantes dont les lésions constituent les principales causes des paralysies faciales périphériques, à savoir l'angle ponto-cérébelleux où le nerf facial chemine en contact étroit avec le nerf cochléo-vestibulaire ou huitième paire crânienne qui peut être sujet à une tumeur assez fréquente, le neurinome de l'acoustique, provoquant une paralysie faciale par compression du 7. La deuxième étape importante est le rocher, où le nerf facial chemine dans un canal creusé dans l'os. Ainsi, les fractures du rocher peuvent aussi engendrer une paralysie faciale. Enfin, le nerf facial fait sa bifurcation terminale dans la glande parotide, dont les tumeurs peuvent aussi léser le nerf et se manifester par une paralysie faciale. Place maintenant aux applications cliniques qui vont opposer les deux types de paralysie faciale. La paralysie faciale centrale prédomine sur le territoire inférieur et sera responsable d'une asymétrie de la bouche avec un retentissement sur le contrôle du bol alimentaire en bouche ainsi que sur l'articulation phonatoire pendant la parole.
La paralysie faciale périphérique, quant à elle, se distingue de la paralysie centrale par l'atteinte marquée du territoire supérieur où il y a le contrôle de la fermeture de l'œil. En effet, en plus de la symétrie buccale, la paralysie faciale périphérique se distingue par le signe de Charles-Bell qui désigne l'impossibilité de fermer l'œil du côté paralysé. Mais pour bien retenir ceci, il faut corriger une fausse notion largement répandue relative au mécanisme d'ouverture et de fermeture des yeux. Nous savons que l'ouverture des yeux est une action volontaire qui se fait par la contraction du muscle releveur des paupières innervé par la troisième paire crânienne ou nerf oculomoteur commun. Cependant, la fermeture des yeux, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas le simple résultat de la non-contraction du muscle releveur des paupières. C'est aussi un mécanisme actif assuré par la contraction du muscle orbiculaire des yeux qui lui est innervé par la septième paire crânienne, à savoir le nerf facial. Ainsi, en cas de lésion, en cas de paralysie faciale, le défaut de contraction de l'orbiculaire des paupières va être responsable d'un défaut de fermeture de l'œil connu sous le nom de signe de Charles-Bell. Qu'elle soit centrale ou périphérique, une paralysie faciale qui persiste pourrait avoir un retentissement majeur sur la vie de la personne, avec une difficulté dans l'alimentation, mais aussi dans l'expression, qu'elle soit verbale par dysarthrie ou non verbale par atteinte de la mimique. Elle peut engendrer des complications oculaires majeures par défaut de fermeture de l'œil, comme une kératite ou un ulcère de cornée, comme elle est aussi source d'une gêne esthétique pouvant être socialement handicapante. Voilà, c'est tout pour la motricité faciale. Pour rester informé des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et de nous suivre sur Neurocampus. À très bientôt!